de mon seul bonheur. La chanson du Nil, et le Nil qui arrose l'Égypte, qui arrose les rois, qui arrose les civilisations, qui a arrosé les pyramides, le Nil évidemment. Et là, avec Vincent Rondeau, que nous sommes heureux d'accueillir, directeur du département des antiquités égyptiennes du Louvre et organisateur, commissaire de cette exposition donc des pharaons des deux terres. Une exposition d'ailleurs qui est un événement, Céline, hein, on peut dire. Et oui, c'est une exposition exceptionnelle, Vincent Rondeau, qui est donc consacrée à l'épopée africaine des rois de Napata. André Berkoff l'a dit, vous êtes donc le commissaire de cette sublime exposition que j'ai eu l'honneur de visiter en avant-première cette semaine. Alors racontez-nous qui étaient ces rois et qu'est-ce qui fait qu'un jour donc ils ont décidé de conquérir toute la vallée du Nil. Alors ces rois, c'est les rois des Koushites. C'est le nom qu'ils se donnaient, c'est le nom que leur donnaient les anciens Égyptiens, la Bible, etc. Les rois de Kouch. Ce sont les voisins méridionaux immédiatement au sud de l'Égypte, qui ont toujours été en contact avec... Le Soudan, l'actuel Soudan. L'actuel Soudan, absolument. L'actuelle Nubie égyptienne, Nubie soudanaise et encore un peu au-delà jusqu'à Khartoum, pour simplifier. Et ils ont toujours été voisins de l'Égypte. Et à un moment donné, ils ont été conquis par les pharaons, ceux du Nouvel Empire, les Toutmosis, les Aménophis, Toutankhamon, les Ramsès. Et de cette conquête est sorti finalement un royaume, le royaume de Kouch et de Napata, qui est le héros de cette histoire, qui a finalement été complètement acculturé, au sens où ils avaient été... imprégnés de la culture de leur conquérant. De Ramsès, de Pharaon, etc. La façon, si vous voulez, des Gallo-Romains, par exemple, bien sûr. Qui, à Nîmes, à Arles, assimilés à des Romains, à Lyon, honoraient leurs dieux gaulois, mais en toge romaine. Enfin, c'était un peu le même phénomène. Sauf que là, ils avaient fait les dieux égyptiens, donc ils partageaient le même panthéon. Ça, c'est très important. Le même panthéon des dieux... Les dieux de leurs conquérants. Oui, ils étaient plus égyptiens que les Égyptiens, en quelque sorte. Ils étaient plus pharaons que les pharaons. Vers quelles années Alors, un peu Napata il y a un vide documentaire, mais peu importe. À partir de 800 avant Jésus-Christ, c'est-à-dire que la conquête égyptienne, la domination égyptienne a cessé depuis plusieurs siècles déjà. D'accord. Ils étaient trop faibles. Les derniers Ramsès, par exemple, n'arrivaient plus à tenir un tel territoire. Oui, la dynastie des Ramsès n'est plus à cette époque. Non, c'est fini, révolu. Et du coup, ils sont chez eux, mais continuent à honorer les mêmes dieux que ceux qu'ils avaient reçus de la conquête, ou en tout cas que ceux qui étaient issus de cette conquête. Et à un moment donné, nos sources reprennent, parce que on découvre à ce moment-là un royaume constitué, avec des rois assez puissants, un État politiquement très organisé, on le sait par quelques documents, et c'est là que c'est important, c'est que ces documents sont écrits en hiéroglyphes pharaoniques. Ah ouais. De la même façon qu'à la cour de Catherine II de Russie, on utilisait le français, comme dans les obélisques de Luxor. Et du coup, comme on sait les traduire depuis Champollion, vous l'avez rappelé, eh bien, on sait utiliser ces documents pour comprendre ce royaume de Kouch. Et découvrir que les choses qui nous étaient dites par bribes par la Bible ou par les auteurs classiques, il y a une réalité historique. Ah, ça a authentifié pratiquement ce que disait la Bible. Exactement. Ah ouais, c'est passionnant. Et là, il y a si vous voulez, il y a une surprise documentaire, en quelque sorte, puisque un pharaon comme Taharqa est mentionné dans la Bible, dans le livre des rois 2. Si vous voulez, c'est une découverte, mais presque plutôt une redécouverte. Et ce sentiment de redécouverte qu'on a voulu faire partager aux visiteurs. Et oui, alors donc effectivement, leur souhait était donc de réunifier les royaumes de Kouch et de l'Égypte. Comment s'est déroulée cette conquête ? Qu'est-ce qu'elle a été, cette conquête en elle-même ? Il y a plusieurs choses. Là, déjà, on dispose d'un document tout à fait exceptionnel qu'on appelle la stèle de la victoire, la stèle du triomphe, la stèle triomphale, qui est un énorme monolithe en forme de stèle autoportante qui se tenait sur une base et qui du coup est écrit sur ses 4 faces. Il y a 169, je crois, de mémoire, lignes de hiéroglyphes
tout petit, qui nous raconte par le menu cette conquête de la vallée du Nil. C'est exceptionnel pour des époques aussi anciennes. C'est-elle retrouvée où, on sait? Au Djebel Barkal, par un officier égyptien en 1862. Ah, c'est fou, ça. Qui est en congé. Et les gens de l'endroit lui disent il y a des pierres avec des écritures anciennes, viens voir. Et lui, il ne connaît pas les hiéroglyphes. Ils ont déjà été déchiffrés, mais il en sait assez pour comprendre qu'il est devant un document exceptionnel. Et il télégraphie, enfin non, je ne sais pas si on télégraphiait, peut-être que si déjà à l'époque. Peut-être, oui. En tout cas, il envoie un message au Caire, puisque l'État soudanais n'existait pas à l'époque. Oui. Il envoie un message au Caire, et ça c'est extraordinaire à pouvoir le raconter, Auguste Mariette, français de son état, l'archéologue, qui travaille à ce moment-là pour le compte du vice-roi d'Égypte, Auguste Mariette comprend l'importance de la découverte et donne des instructions pour que ces pierres, parce qu'il y en a 5 en tout, soient emportées sur des radeaux, franchissent les cataractes et aillent au musée qu'il est en train de construire au Caire. Elle s'y trouve toujours. Et du coup, voilà, l'histoire commence comme ça également. Et donc cette conquête... Alors cette conquête, racontez-nous, qui est à l'origine de cette conquête, justement? Pianri, souverain couchite, sait que l'Égypte est divisée. Encore une fois, il n'y a plus ces brillantes dynasties des pharaons. Maintenant, les dynasties, elles comptent un seul roi très faible. Et surtout, les dynasties, il y en a plusieurs qui sont concomitantes et qui se partagent le territoire d'Égypte. En autant de royaumes qui se combattent les uns les autres, les Libyens ont organisé des chefferies du côté ouest du delta, enfin... C'est un pays morcelé, politiquement désuni, économiquement affaibli, etc., etc. Et il faut bien comprendre que Pianri se dit qu'il a sa chance, qu'il a une occasion de reconquérir le pays. C'était un pari audacieux, il faut le dire à l'époque. C'était un pari très audacieux, c'est un coup, comme on dit. Et probablement par intérêt économique, politique, etc. Mais il ne faut pas méconnaître aussi que c'est par intérêt religieux, quasi théologique. Parce qu'ils avaient les mêmes dieux. Ils avaient les mêmes dieux, etc. Et on voit bien que Pianri, au fur et à mesure de sa conquête, quand il remonte la vallée, sa première occupation, c'est d'aller honorer les dieux. Et dès qu'il soumet un souverain de ces petits roitelets, il lui reproche l'un de ne pas respecter les tabous, l'autre de faire entrer des choses impures dans le temple. De ne pas respecter les rituels, les vrais rituels. Ils sont d'une certaine façon très orthodoxes, presque, pourrait-on oser le terme, intégristes. Justement, il n'y a pas la revanche sur l'occupation de Ramsès. Non, il n'y a pas l'esprit de revanche. Je ne pense pas. Ce n'est pas cet esprit antique et sans doute... on ne peut pas le dire absolument non, mais je ne pense pas. D'accord. Alors la première ville, effectivement, qu'il faut conquérir dans cette conquête, c'est Memphis. C'était la capitale à l'époque, c'est ça? Voilà. Alors là aussi, c'est un phénomène géopolitique qui est important à avoir présent à l'esprit quand on visite l'exposition. D'ailleurs, on a tout fait pour que ce soit visible, mais c'est que ce pays très long, il y a la Haute-Égypte qui est la vallée du Nil et la Basse-Égypte qui est le delta. La Haute-Égypte, c'est très long, et le delta, c'est infranchissable d'est en ouest ou d'ouest en est à cause des branches du Nil. C'est très marécageux. Il faut imaginer un pays très difficile à parcourir, ou trop long. Du coup, Memphis, qui est à la pointe du delta, et au sommet de la Haute-Égypte, est la place à prendre parce que c'est la clé. C'est la capitale économique de l'Égypte. C'est la capitale économique, administrative, c'est le port de l'Égypte. Alexandrie n'existe pas. Et donc c'est des plages, des grèves sur lesquelles on décharge, on remet sur des bateaux qui sont capables d'aller sur le Nil et qui débarquent au port de Memphis. Donc c'est vraiment là que le roi a le pharaon. Donc il le conquiert. Il est quasi au Caire. Il est au Caire. Oui. Et après, c'est la conquête de la ville de Thèbes, alors. Et alors, la conquête de la ville de Thèbes, il se trouve que comme elle est plus au sud, elle vient en premier dans le parcours de Pianri, qui lui vient de Napata.
Alors, Thèbes, c'est l'autre capitale, c'est la capitale religieuse, parce que c'est la ville du dieu Amon. Ah oui. Et Amon, c'est le dieu clé de toute cette histoire. C'est le Amon-Ra. Amon-Ra. C'est le dieu de la conquête. C'est le dieu de la conquête. Ouais. Pardon, une parenthèse très importante. On dit toujours, et même, je crois qu'il l'a écrit dans Moïse et les monothéistes, on dit qu'Amon-Ra est le véritable fondateur du monothéisme. Parce qu'on considérait roi, évidemment, c'était le polythéisme, mais qu'Amon-Ra était... Est-ce que c'est, à votre avis, fondé? Alors, vous faites référence au discours de Haussmann, et voilà, qui est passionnant, qui a beaucoup éclairé notre compréhension, justement, côté biblique, qui est un des versants fondamentaux de notre rapport à l'Égypte. Hein. Avant, il y avait, je veux dire, il y avait Amon-Ra. Enfin, avant, il y avait... Et il y avait surtout Aton, le disque solaire Aton, qui, lui, est venu... on pourrait dire ce mot, détrôner Amon-Ra. Et c'est toute une des complexités de cette histoire, c'est que Akhenaton, avec son entreprise folle, qui a duré 17 ans, ose l'impensable, c'est détrôner Amon-Ra. Alors que Amon-Ra, il est le dieu des Couchites. Ouais, c'est ça. Et Pianri se décrit comme le champion d'Amon. Il est plus champion d'Amon que ne le sont tous ces prétendus roitelets de cette Égypte divisée à Thèbes, à Hermopolis, à Héracléopolis, etc. Oui. Alors le roi de Couche, effectivement, et ses successeurs vont fonder la 25e dynastie couchite. Vous l'avez dit, le roi le plus marquant de cette dynastie, c'est Taharqa. Et on peut dire que ça a été, son règne a été une succession donc de batailles contre les Assyriens, c'est ça? Voilà. Ouais. C'est-à-dire que Pianri, là aussi le phénomène du point de vue de l'épopée qu'on veut raconter est étonnant, c'est que il conquiert l'Égypte jusqu'à Memphis, il n'arrive pas à soumettre le delta, et ça aura des conséquences considérables pour la fin de la dynastie, en effet. En tout cas, il ne reste pas en Égypte. Il prend le titre de pharaon, mais il rentre au pays. Il rentre au pays, oui. Il rentre à Napata. Et ceux qui vont fonder la 25e dynastie au sens plein du terme, ce sont ses successeurs, Shabbataka, Shabaka, Taharqa. Et dans une certaine mesure, Tanouet Tamani. Mais lui, Tanouet Tamani, est chassé par les Assyriens vraiment définitivement. Et de ces trois rois, Shabbataka, Shabaka, Taharqa, Taharqa est celui qui a le règne le plus long, 25 ans. Et du coup, c'est ce qui lui permet d'avoir une politique architecturale ambitieuse, une politique, etc. Bien que ses prédécesseurs, Shabbataka et Shabaka, aient joué le rôle de ce point de vue-là également. Mais autant Taharqa a fait construire dans toute la vallée du Nil, y compris à Napata, y compris dans d'autres villes au Soudan, au pays. Et cette 25e dynastie règne sur toute l'Égypte ? Sauf le delta. Sauf le delta, oui, c'est ça. Enfin, en partie, elle réussit à une espèce de paix des braves, si vous voulez, une paix négociée, mais qui ne durera qu'un temps. Est-ce que le mode de gouvernement était le même que celui de Ramsès et dans l'esprit, tout à fait. Dans l'esprit, il s'agit de véritablement, puisqu'ils sont plus pharaons que le pharaon, il s'agit d'être extrêmement respectueux des formes, respectueux des pouvoirs, respectueux des protocoles. Ah oui. Donc même hiérarchie, même structure de Absolument. La société, etc. Et tout l'appareil d'État en place est respecté, maintenu. Et c'est ça qui est sidérant, c'est de comprendre. Mais ça, c'est le polythéisme qui permet ça. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Pourquoi on dit souvent que on parle de dynastie oubliée alors qu'on connaissait leur histoire depuis très très longtemps? Là aussi, c'est un des paradoxes que l'exposition se propose presque de dégoupiller, si vous voulez. C'est que, en effet, on a tendance à les qualifier de dynastie oubliée, alors que encore une fois, elle a marqué la Bible, elle est commentée par les auteurs grecs, Hérodote, Strabon, Diodore de Sicile nous en parle, en assez grand détail. Donc, je pense que c'est l'époque aujourd'hui qui peut être oublieuse, peut-être. Je crois que nous avons un certain pouvoir d'amnésie, plus ou moins organisé. Et peut-être un certain besoin d'oubli. Je pense qu'on a besoin, si vous me permettez,
de royaumes oubliés pour la poésie de la chose. Oui, c'est vrai. Ça, c'est possible aussi. Et puis votre exposition permet de découvrir. Absolument. Voilà. Absolument. Revenons à cette 25e dynastie. La fin a été marquée par ce fameux épisode du sac de Thèbes. Racontez-nous cette histoire. Ouais. Alors oui, ça c'est... Alors, c'est quelque chose qui, précisément, que là aussi on a voulu... pour donner ce souffle d'épopée à l'exposition qu'on a voulu raconter, c'est que on a tendance en général à décrire cette période comme un duel égypto-soudanais, pour simplifier. Égypto-pharaonico-couchite, disons plutôt. En fait, ce n'est pas un duel, c'est un combat à trois avec les Assyriens. Parce que les Assyriens, ça fait, avant les événements que nous racontons, ça fait 100 ans qu'ils commencent à observer l'Égypte d'un mauvais œil. Ah, les Assyriens sont déjà là. Ils sont déjà là 100 ans avant la conquête par Pierre-Henri. Mais ils sont là, mais aux frontières, aux marges. Observateurs, et puis des escarmouches dans le Levant. On se bat par puissance interposée. En tout cas, quand les Couchites conquièrent l'Égypte, que le royaume gigantesque de la 25e dynastie se constitue, ils comprennent qu'ils ne peuvent laisser faire. Et du coup, ce sont 4 rois assyriens, de père en fils, Sargon II, Sénachérib, Acharadon et Assurbanipal, qui donnent des coups de boutoir contre le royaume des deux terres, ce royaume gigantesque de la 25e dynastie, pour le mettre à bas et forcer, et chasser les Couchites pour qu'ils rentrent au pays. C'est vraiment leur ambition. Et chaque roi attaque Memphis, prend Memphis, met à sac Memphis. Une fois, il y a une prise de 50 000 chevaux dans les écuries des pharaons couchites. 50 000 chevaux qui sont emportés en Assyrie. Et Assurbanipal, lui, porte un coup dont le royaume couchite ne se remettra pas. C'est le sac de Thèbes que vous évoquez, en 663 avant Jésus-Christ. Il fait faire 600 kilomètres supplémentaires à ses armées pour aller mettre la ville sacrée du dieu Amon à sac. Ah oui, c'est avec un butin énorme qui est raconté dans beaucoup de massacres humains. Bien sûr. Beaucoup de massacres. Bien sûr, c'est à chaque fois vous savez, les histoires de villes prises qu'on livre aux soldats, etc. etc. Pas de quartier. Pas de quartier, et c'était protocolairement décidé d'ailleurs. Ah oui, et il a fallu 10 ans effectivement, vous le rappelez dans cette exposition, pour que l'Égypte de Taharqa, puis de son successeur, s'incline et cède Memphis. Oui. Ils ont passé leur temps à résister. Oui. Vincent Raudot, en tout cas, l'exposition Pharaon des deux terres qui a lieu actuellement au musée du Louvre de Paris révèle vraiment des objets spectaculaires. Comment avez-vous fait pour réunir ce trésor? Réponse dans un instant sur Sud Radio. Évidemment, vous avez tous reconnu, tous les amateurs d'opéra en tout cas ont reconnu la célèbre, la cultissime Aïda de Giuseppe Verdi, qui a été créée à l'opéra Quai du Caire le 24 décembre 1871, d'après un livret de qui? De l'archéologue français Auguste Mariette, dont nous parlait effectivement Vincent Rondeau. Et c'est absolument passionnant, ça se situe à Memphis et à Thèbes au temps des pharaons, l'intrigue amoureuse entre Aïda, une esclave éthiopienne, et Radamès, un officier égyptien. C'est beau, hein, c'est toujours Roméo et Juliette. Voilà. Et ça durera toujours, amour. Et voilà. Et dans cette exposition Pharaon des deux terres, qui a lieu actuellement au Louvre, et vraiment qu'on vous conseille, qu'on vous recommande d'aller voir, que vous soyez à Paris ou un peu partout en France, effectivement, le livret de cet opéra, eh bien, il y a les estampages des textes hiéroglyphiques, des stèles, c'est ça, hein, qu'a fait Auguste Mariette. Effectivement, les estampages des textes hiéroglyphiques des stèles, dont Auguste Mariette, effectivement, fit la matière même du livret de cet opéra, André Berkoff. Cette exposition, effectivement, a lieu donc jusqu'au 25 juillet à Paris. Et elle est très riche en hiéroglyphes. Et leur mystère, il faut le rappeler, a été percé bien le 14 septembre 1822 par Champollion. Et à cette époque, il se serait écrié « Je tiens l'affaire ». Vincent Rondeau, cette année, donc c'est le bicentenaire de leur déchiffrement. Comment Champollion est-il parvenu à l'époque à lever le voile sur ce système d'écriture? Avec une ténacité et une intuition et une connaissance des langues
autour des hiéroglyphes, si je puis dire, à commencer par le copte, qui est le résultat, en quelque sorte, de la langue pharaonique, transcrite en caractère grec, et qui a succédé dans l'Égypte chrétienne. Et qui est toujours pratiquée, d'ailleurs. Alors, qui n'est plus comprise, mais de façon liturgique. C'est ça. Absolument. Il y a les chants coptes encore. Absolument, absolument. Et ça a été sa grande force. Et puis, il possédait beaucoup de langues orientales, sémitiques, puisque les hiéroglyphes sont l'écriture d'une langue sémitique. Donc il s'était doté de tous les outils pour pouvoir tourner autour des hiéroglyphes. Et puis il avait des concurrents ou des collègues qui eux aussi prétendaient. Et du coup, à un moment, chacun a apporté sa pierre, jusqu'au moment où son concurrent le plus sérieux, anglais, Young, a déclaré qu'il abandonnait, qu'il laissait Champollion continuer, et qu'il était arrivé beaucoup plus loin que lui, et que c'était Champollion seul qui a vraiment... Et c'est Champollion seul qui s'est retrouvé faire le dernier sprint, si l'on peut dire, jusqu'à la découverte, et dire cette fameuse phrase « Je tiens l'affaire », et écrire la lettre à Monsieur Dacier, qui était donc le secrétaire perpétuel de l'Académie des inscriptions et belles-lettres. Oui. Et c'est lui, il faut rappeler que c'est lui qui a déchiffré aussi les hiéroglyphes de l'obélisque de Luxor. Alors, lui, il les a déchiffrés, tout à fait, mais il les a connus pour la première fois grâce à la description de l'Égypte. Le livre issu de l'expédition de Bonaparte. Ah oui, c'est ça. Parce qu'il faut bien comprendre que pendant que Champollion travaille, les 20 ans que prennent l'impression de la description de l'Égypte sont les 20 ans que prend Champollion à ses travaux. Et du coup, il utilise beaucoup la description de l'Égypte, parce qu'il faut avoir des sources, il faut avoir des documents. En fait, tout ça est venu de Bonaparte, il faut le rappeler. Tout ça est venu de Bonaparte. Voilà. La fameuse expédition d'Égypte. Exactement. Ouais. Pour la première fois, le génie de Bonaparte, c'est de comprendre qu'il faut qu'il ajoute à sa gloire la description d'un pays aussi prestigieux que l'Égypte. C'est ça. 40 siècles de civilisation vous contemplent. Oui. Et rappelons donc que l'obélisque de Luxor, effectivement, avait été donné à la France en 1829 par le vice-roi d'Égypte, Mehmet Ali, en reconnaissance donc, du travail de Champollion. Vincent Rondeau, pourquoi le socle original, qui est conservé au Louvre apparemment depuis le 19e siècle, pourquoi il n'a jamais été associé au monolithe ? Alors ça, c'est une histoire amusante. Il n'est pas associé parce que c'est... Alors, c'est pas le socle originel, c'est une des faces qui décorait une des quatre faces, enfin un des blocs qui décorait une des quatre faces du socle. Il représente 4 babouins adorateurs du soleil. Les Égyptiens étaient des observateurs sur l'éthologie du monde des animaux qui les entouraient. On en a des témoignages constants à travers le serpent, l'éléphant, la divinité qu'ils donnent à ces comportements. Et les cynocéphales, puisqu'il s'agit de cynocéphales, s'excitent au moment du lever du soleil. Et font une espèce de danse. Et du coup, ils ont fait des cynocéphales des adorateurs du soleil. Et ils sont représentés en adoration. Sauf que ces bras levés, cette station debout, fait que leur sexe est apparent. Et à l'époque, c'était difficilement imaginable de les représenter, enfin de les laisser voir aussi facilement dans la ville. Alors on les a mis au musée. Mais Vincent Rondeau, aujourd'hui même, ce serait une manifestation de patriarcat et de sexisme terrifiant. Mais sans doute. Du coup, on les garde à l'intérieur du musée. L'obélisque. Ils sont à l'intérieur du musée. Ils sont au Louvre-Lens actuellement. Il faut aller les voir au Louvre-Lens. Ils sont en majesté. On peut les contempler. Ah oui. Au Louvre-Lens, je le précise, où une exposition donc sur Champollion aura lieu dès le 28 septembre. Et vous en êtes le commissaire, Vincent Rondeau. L'obélisque est en cours de restauration. Les travaux finiront donc en juin. Le Louvre a été un des principaux collaborateurs. Voilà, il se trouve que il avait fallu réfléchir à l'époque, ça remonte à quelques années, pour voir de quelle façon
on allait pouvoir fêter ce bicentenaire des hiéroglyphes à l'échelle du pays, à l'échelle de la cité, et non pas dans les cénacles, disons, ou derrière les murs qui ne sont pas fermés, loin de là, mais enfin, qui pourraient paraître plus confidentiels. Et du coup, je me suis dit à l'époque que la restauration de l'obélisque de la Concorde serait une très belle façon de rendre hommage aux hiéroglyphes, à Champollion, puisque c'est Champollion lui-même qui a choisi cet obélisque, rendre hommage également à ce cadeau diplomatique de l'Égypte à la France, parce que ça demande à être rappelé. Et aujourd'hui, que serait la place de la Concorde sans l'obélisque? Absolument, c'est impensable. Absolument, c'est impensable. Et ça a tellement contribué au rayonnement de l'Égypte, à sa réputation et au développement du tourisme d'une certaine façon, qu'il y avait une solution avec l'obélisque. Ah oui. Alors revenons à l'exposition Pharaon des deux terres, l'épopée africaine des rois de Napata, donc qui a lieu actuellement au Louvre à Paris et dont vous êtes le commissaire, je le rappelle, Vincent Rondeau. Quels documents sont exposés de cette conquête? 30 000. 30 000 30 000 documents. Je galège. Et oui, vous galégez. Je crois qu'il y a 200 objets en tout qui concourent dans l'exposition à présenter cette épopée, si vous voulez, parce que véritablement, on a essayé dans le parcours de faire ressentir aux visiteurs ce côté à la fois audacieux, ce coup militaire finalement que ça représente, en même temps que le parcours à travers les cataractes, à travers c'est un mot d'une grande poésie, de cette façon on a été amené. Puis aussi il y avait un point que je voulais souligner, moi, c'est combien cette histoire-là, celle du Soudan actuel, avait intrigué et passionné et excité la curiosité des savants dès l'expédition d'Égypte. Sauf que l'expédition d'Égypte, elle s'arrête à Philae. Oui, c'est ça. Mais tout de suite après, Champollion veut faire plus. Et lui, quand il voyage, qu'il fait l'expédition franco-toscane en 1828-29, il va jusqu'à la deuxième cataracte, ce qui est déjà un effort supplémentaire considérable. Parce qu'il y a un point qu'il faut rappeler. Dans Aïda, on parle du roi éthiopien, Amunasro. Mais à ce moment-là, c'est le mot éthiopien au sens où le donnaient les Grecs et les géographes grecs. Ça veut dire aujourd'hui soudanais. C'est étrange, mais ils appelaient l'Éthiopie, c'est le Soudan d'aujourd'hui. Exactement, c'est le Soudan d'aujourd'hui. Aéthiops, le pays des hommes au visage brûlé. C'est cela que ça veut dire. Et du coup, par exemple, dans la Bible, quand on a voulu traduire la Bible en grec, le mot couche devient Aéthiops. Et c'est pour ça qu'il y a toute cette tradition qui perdure. L'égyptologue allemand Lepsius aussi, etc., qui parle d'Éthiopie. Alors revenons aux œuvres exposées. Il y a notamment la stèle triomphale de Pianri. Ce n'est pas l'original ? L'original est au musée du Caire, il pèse très lourd, et puis de toute façon, l'Égypte ne prête pas. Elle a des décisions gouvernementales qui font que les prêts sont inenvisageables, ce que je regrette personnellement. En tout cas, j'ai su un jour, grâce à mon collègue directeur du département égyptien et soudanais du British Museum, qu'ils avaient un moulage de la pierre de Rosette. Et là, j'ai trouvé qu'il y avait un intérêt très, très particulier à illustrer cela, parce que ce moulage date de la fin du 19e siècle. Il a été commandité par l'ancien conservateur du département à l'époque des antiquités égyptiennes et assyriennes. C'est extraordinaire. On réunit les ennemis. Il avait été commandité par Wallis Budge, qui du coup s'était adressé au musée du Caire où il se trouvait et avait été en contact avec les Français qui dirigeaient le musée du Caire à l'époque. Et le moulage est magnifique. Et il y a beaucoup, effectivement, pardon André Berkoff, parmi les œuvres exposées, il y a beaucoup, effectivement, de restitutions numériques ou des copies des statues des pharaons. Alors, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a 7. Il y en a 7. Okay. Mais c'est les 7 samouraïs, si vous me permettez. Parce qu'ils ont été découverts ensemble dans une fosse par les archéologues en 2003, par Charles Bonnet et Dominique Valvel, qui fouillaient le site de Doukigel, en Nubie soudanaise, du côté de la 3e cataracte. Et ils ont été alertés par la présence dans la terre
d'un cercle de terre d'une couleur un peu différente, de 2,50 m, 3 mètres de diamètre, et surtout mêlé à des fragments d'or en quantité remarquable. Ça signale tout de suite un événement archéologique particulier, qu'il y a quelque chose. Et du coup, concentration maximum, et du coup on descend avec encore plus de prudence que d'habitude, jusqu'au moment où on trouve des fragments de statues cassés, et dont on comprend à la fin, une fois entièrement dégagés, qu'ils ont tous été entassés. Les têtes d'abord, les parties médianes ensuite, et les pieds au sommet, recouverts de cette terre mêlée d'or, après qu'elles aient été volontairement brisées, ces statues. Et du coup, là, tout le travail de reconstitution archéologique se met en place. On fait le lien très vite, parce que c'est pas la première fois qu'on découvrait des statues cassées, avec l'expédition punitive du pharaon de la 26e dynastie psamétique II, dont on sait, grâce aux géographes grecs, on le savait depuis longtemps, qu'il avait envoyé une expédition punitive contre Napata. Et c'est lui qui a fait casser les statues. Et donc on a retrouvé... On a retrouvé les statues, réenfouies par les Couchites qui pensaient leur plaie, si vous voulez. Ah oui. Est-ce que cette période de l'histoire pharaonique a été plus compliquée à décrire que les autres ? Certainement, parce que il y a plusieurs choses à comprendre. Il faut comprendre d'un côté le royaume pharaonique. Quand je dis les royaumes, c'est un travail d'historien considérable que d'arriver à parce qu'ils ont beaucoup de noms qui sont identiques, comme vous le savez. Il y a plusieurs Tefnart, il y a plusieurs Osorkon, etc., etc. Donc ça, il faut comprendre qui est qui à chaque fois, les Takelot. Enfin, on a des quantités de noms tout à fait exotiques à ce moment-là. Et c'est aujourd'hui que ce patient travail aboutit d'une certaine façon, grâce à des collègues comme Frédéric Perraudot, par exemple, qui vient de produire un ouvrage fondamental sur l'histoire de la période. Mais également, il faut mieux comprendre ce qui se passe au Soudan. Là, on a besoin de l'archéologie, qui est vraiment un des outils encore... Il y a encore beaucoup de choses à faire au Soudan. Hein. Oui. Je voudrais qu'on passe à quelque chose, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de choses à dire. Mais je voudrais vraiment, ce qui est fascinant aussi, c'est là, et on va parler de ça après, effectivement, l'interruption. Ce qui est extraordinaire, c'est l'extraordinaire... On n'a pas parlé de l'artistique. C'est l'extraordinaire génie de ces pièces qu'il y a là. Moi, j'ai regardé votre programme, et enfin le fascicule que vous avez fait est très beau. Et on va parler du scribe accroupi, on va parler de ces choses incroyables qui est au Louvre-Lens. Mais je voudrais vraiment qu'on insiste, parce qu'il faut le dire aux gens qui vont voir l'exposition, c'est une exposition dont la richesse artistique est fondamentale. Il y a l'histoire, et il y a ce qui reste dans l'histoire. On en parle tout de suite après une petite pause. Et oui, nous allons poursuivre donc ce voyage sur la trace de ces pharaons dans un instant sur Sud Radio. Et je crois que Céline Scoudix, c'est le musée du Louvre, rend hommage à ce cinéaste. Exactement, en parallèle de l'exposition Pharaon des Deux Terres, le Louvre organise jusqu'au 8 mai une rétrospective de ses œuvres, donc est projeté donc Kirikou et la sorcière, Azur et Asmarou, Dilili à Paris. En fait, tous ces films sont actuellement, vous pouvez absolument tous les voir au musée du Louvre. Vincent Rondeau, le Louvre a coproduit aussi un conte sur les pharaons, Couchite, réalisé par Michel Oslo. Oui, cette exposition a été l'occasion pour moi très inattendue et d'autant plus extraordinaire de rencontrer Michel Oslo, parce que nous avons été mis en contact sur le thème de l'exposition des pharaons de Couche pour, au départ, voir si quelque chose pouvait être fait ensemble. Et du coup, j'ai été amené à prendre un des textes d'une de ces stèles qu'Auguste Mariette lui-même avait eu l'occasion d'étudier, et à en faire une traduction adaptable pour la proposer à Michel Oslo, qui se l'est approprié au-delà de tout ce que je pouvais imaginer, a complètement transformé le canevas pour en faire une histoire d'amour entre un roi de Couche nouveau, Tanoué Kamani, c'est lui qui a inventé le nom, et une princesse Nassalsa, qui est sa beauté, qui est sa belle et qu'il veut épouser. Et il a fait une histoire extraordinaire. Oui, non, on pourra la voir, effectivement, vous pouvez la voir au Louvre. Mais je voudrais revenir justement au côté artistique dont on parlait, là, à ces chefs-d'œuvre.
Vous savez, un peu partout, vous allez à Rome, vous allez à Athènes, vous allez à Baalbek au Liban, vous allez en Libye, vous allez en Mésopotamie, partout. Vous avez ces chefs-d'œuvre, malheureusement, que quelques fanatiques, on se rappelle des Bouddhas de Bamiyan, on se rappelle de ce qui s'est passé en Syrie et ailleurs, on détruit de façon imbécile et criminelle. Mais là, justement, et je voudrais qu'on parle un tout petit peu de ça, Vincent Rondeau. Comment, alors évidemment, vous allez me dire, le génie, ça ne s'explique pas. Comment arriver encore une fois, 3000 ans avant nous, hein, il y a 3000 ans et même quelques fois plus, à cette perfection des objets, des statues, des sculptures, etc. C'est-à-dire, on dit toujours la technologie, mais regardez ces gens, 3000 ans. Comment, est-ce qu'il y a une explication? On peut dire, ben voilà, c'est le génie humain, ou il y a une explication? Alors le génie humain, c'est incontestable, mais précisément une exposition comme celle-là et des rois de couche comme ceux-là, la 25e dynastie, permet d'illustrer un phénomène qui est vraiment très visible en Égypte, c'est l'importance du canon. Les artistes, et on devrait dire les artisans, hein, la notion d'artiste n'existe pas à l'époque, ils travaillent selon un canon extrêmement contraignant de rapport de volume, de surface, de forme, etc. Mais ce canon a été créé quand même. Et ce canon a été créé et a été respecté durant des millénaires. Et c'est ça qui nous fascine. Parce que, en plus, ça fait que, si vous voulez, une amulette de 12 cm de haut produit la même impression de grandeur et de noblesse qu'un colosse de 20 mètres de haut. Oui. Et moi, ça m'a toujours fasciné, ça. Et c'est pour ça là qu'on a... Moi, j'ai pensé qu'il était utile de restituer ces statues, ces 7 statues royales grâce à l'impression 3D. C'est précisément pour faire sortir aux visiteurs, à la fin de son parcours dans l'exposition, la présence et la force de ce canon. Et comment ces rois de couche ont réussi à produire, en respectant ce canon, mais en l'adaptant à leur propre vision du monde, à leur propre rapport au monde, nous raconte la beauté de cet art transmis tout le long de la vallée et qu'on pouvait, nous, littéralement ressusciter, puisque les statues ont été restaurées numériquement avant d'être imprimées. On les a restaurées sur ordinateur. Et voilà où la technologie joue un rôle fabuleux, quoi. Absolument. Vrai. Et on peut savoir l'âge, et aujourd'hui, par le laser, par le carbone, par l'atome, etc. Ouais. Alors là, du coup, c'est des statues en sable de quartz consolidées à la résine époxy. Ah oui. Et ensuite doré à la feuille, si vous voulez. Ah ouais. C'était trop compliqué de les faire venir. Trop compliqué, ça aurait été trop coûteux, et puis surtout, on aurait fait courir des dangers aux objets, je pense. Les routes sont trop... Il y a trop de nids de poules, c'était trop risqué. Tandis que... Là, on a eu, si vous voulez, la possibilité de franchir un pas de plus, et en même temps qu'on offre les statues aux visiteurs, on offre la compréhension qu'en ont les archéologues. Ah oui, c'est ça. Ah oui. Moi, je voudrais préciser, André Berkoff, qu'il y a un chef-d'œuvre actuellement que le Louvre Paris a prêté donc au Louvre-Lens, c'est ce fameux scribe accroupi. Voilà, c'est quoi ce scribe? C'est quoi? C'est en quelque sorte la Joconde bis? Si vous voulez, on pourrait le dire comme ça. Et on pourrait réfléchir pourquoi on l'appelle la Joconde du département des antiquités égyptiennes. En tout cas, c'était une demande, et ce qu'il y a pas d'amusant, d'étonnant, c'est que ça nous ramène de nouveau à Auguste Mariette. C'est Auguste Mariette qui l'a découvert. C'était l'année dernière, en 2021, le bicentenaire d'Auguste Mariette. Et c'est notre façon, au Louvre, de fêter Mariette comme il le mérite en 2022. Alors le scribe accroupi date de quand? Enfin, c'est-à-dire, on sait... De la 4e dynastie. 4e dynastie. Il est, alors lui, de l'Ancien Empire. C'est ça. Et... il a été découvert par Mariette dans des circonstances qu'on comprend de mieux en mieux. Et l'exposition sera l'occasion, au Louvre-Lens, l'exposition qui lui est consacrée, qui a lieu en ce moment, sera l'occasion de rappeler tout ça et de l'expliquer aux visiteurs. En tout cas, il est pour un prêt long, pour un an, pratiquement... Jusqu'en janvier, au Louvre-Lens. Et c'est l'occasion, là, pour un public différent de se concentrer sur la beauté de cette statue. J'aimerais savoir pourquoi on dit le scribe accroupi alors qu'il est assis en tailleur.
C'est ça qui est magique. On l'appelle comme ça et son nom l'emporte sur la réalité du... Je ne saurais pas vous répondre. Je ne sais pas pourquoi. Rodin a bien fait le penseur. Je ne suis pas du tout sûr que c'est l'attitude avec laquelle on pense. Mais non, ce qui est formidable, ça participe de son mystère, en tout cas. Oui, mais Vincent Rondeau, ce qui est magnifique, on parle de scribes accroupis, et heureusement qu'il y a comme vous, des gens comme vous, ce que j'appelle des scribes debout pour transmettre la mémoire. Et ça, c'est tellement important. Et oui, juste un mot, dernier mot pour conclure cette émission. Selon vous, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on est tous encore fascinés par ces pharaons? Je pense que nous héritons de cette fascination depuis les Grecs. C'est pour ça qu'on est fasciné par les pharaons. C'est parce que les Grecs nous ont transmis leur propre fascination. Et nous ne cessons de nous la transmettre génération après génération. Et j'espère qu'on le fera encore longtemps. Et je suis sûr qu'on le fera encore longtemps. Et oui, très longtemps. Merci Vincent Rondeau d'être venu sur Sud Radio. Je rappelle donc que l'exposition Pharaon des deux terres a lieu au musée du Louvre à Paris jusqu'au 25 juillet. Alors si vous êtes de passage dans la capitale bientôt, surtout, faites un petit détour par ce musée qui est vraiment extraordinaire. Absolument. Si vous voulez tout savoir, en tout cas sur l'Égypte. Et écoutez Kulthum. Exactement. Alors si vous voulez tout savoir sur l'Égypte ancienne et les hiéroglyphes, je vous recommande un livre passionnant publié chez Flammarion dans la collection Mes 150 pourquoi, et un livre aussi publié aux éditions courtes et longues dans lequel on peut s'initier, bien figurez-vous, à l'écriture et à la langue des Égyptiens de l'Antiquité. Tout de suite, vous retrouvez Brigitte Lahaie sur Sud Radio. Pourquoi la peur nous empêche d'être heureux en amour? Eh bien, réponse dans un instant sur Sud Radio avec l'ostéopathe Seymour Bruxelles.